Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Barthélémy Diaz se lâche après la condamnation des gardes du corps de la coalition Samoussa Kadou. L'ex-maire de Dakar parle d'un kidnapping. Le comité sportif sénégalais n'a pas échappé à la fureur de Diaz fils qui exige des comptes. La file était longue ce matin au service des mines. Les conducteurs de motos qui s'étaient présentés pour obtenir une plaque d'immatriculation ont été surpris. Il faut, selon eux, débourser pour être en règle. La gratuité, selon eux, a été très mal expliquée. Recrudescence des meurtres, agressions, viols dans la banlieue dakaroise, l'association pour le bien-être et la solidarité exige des mesures fermes contre les criminels. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Condamnation. Les gardes du corps de la coalition Samoussa Kadou Barthélémy Diaz parlent de prise d'otages. L'ancien maire de Dakar n'approuve pas le jugement qui a été rendu. Il continue de s'indigner de ce qui se passe à la mairie de Dakar. Je vous propose de suivre les explications de Barthélémy Diaz. Il est ici au micro de Ney Alifal et de Moussa Dia. La prise d'otage qui s'est faite à Thiès, où 83 personnes sont retrouvées en prison et l'un d'entre ces personnes y a perdu la vie. Je voudrais dire que cela est lié à une volonté manifeste du petit mec qui, en pleine campagne, a décidé que je ne devais pas battre campagne parce que, soi-disant, il était fâché et que, soi-disant, il était énervé et qu'il a peut-être dû m'oublier, mais il sait tellement qu'il y a des choses qui ne m'ébranlent pas. Le premier qui me verra bientôt, il m'entendra bientôt. Parce qu'il ne m'impressionne pas lui non plus. Et cette prise d'otage, qu'il l'entende de la sorte, il peut faire ce qu'il veut. Mais je lui rappelle au passage, comme il a peut-être dû oublier que c'est un croyant, et certaines personnes se sont énervées, soi-disant fâchées. Je le répète, je m'en tamponne encore doublement. Ils n'ont qu'à s'énerver parce que la politique, à un certain niveau de responsabilité, c'est un échange d'idées. Je pense que quelqu'un qui s'amuse à braquer une banque, même s'il arrive à s'échapper, 20 ans après, si on l'attrape, je pense qu'il doit savoir où est-ce qu'il part. Je peux me tromper, mais je pense que quelqu'un, par exemple, est à Paris, il braque la BNP à la place Vendôme, il va se coucher aux Bahamas, et 20 ans plus tard, on l'arrête à Santorini. Je pense que c'est tout de même qu'il va pas rester là-bas en vacances. Bon. À l'endroit de ceux qui ont braqué la mairie de Dakar, je souhaiterais leur dire que quand on est braqueur, on est braqueur. De banque ou d'institution, on est braqueur. Eux, comme tous les complices qui ont participé à ce braquage, je souhaiterais seulement leur rappeler qu'on parle d'un braquage. Prendre une institution, l'encercler par des forces de l'ordre et dire que l'élu n'a pas le droit de rentrer dans cette institution, c'est un braquage. Organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse en 2026, Barthélémy Diaz se lâche ou ne lâche pas également le Comité national olympique sportif sénégalais. Les 80 milliards accordés au comité doivent être justifiés. Barthélémy Diaz persiste et signe. C'est la mairie de Dakar qui a candidaté et elle avait des projets. Nous l'écoutons. Comme vous le savez, lors d'une retraite municipale de la ville de Dakar, à Sali. Alors, je voudrais dire que suite à cette retraite, il y a des gens qui ont été invités. Et ils devaient venir pour exposer pour le compte du COJOJ, le comité d'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse. Ils avaient l'obligation de venir exposer au conseil municipal les tenants et les aboutissants liés aux préparatifs des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Grande fut ma surprise et notre surprise de voir des gens invités par le maire de Dakar que je suis décider de ne pas rentrer dans la salle au prétexte qu'il y a une situation politique qui ne les regarde pas. Ils se trompent lourdement. Je voudrais dire ici avec force à l'endroit de cette personne qui s'est permise de prendre la parole pour à la limite vouloir me dénigrer.
Cette personne, je voudrais lui dire, à lui et à sa brochette de copains et de coquins, que je serai l'absent le plus présent dans vos rêves et je serai l'absent le plus présent dans vos cauchemars. Ce que j'ai dit, je ne reviendrai pas dessus. J'ai dit que ne pas dire la vérité, c'est devenu aujourd'hui une pratique courante au Sénégal. Mais comme il y a des mots qui choquent, je ne souhaiterais pas utiliser certains mots pour l'instant. Mais si vous pensez une minute qu'on vous laissera le soin de vous promener dans cette ville avec 112 millions d'euros, à peu près 80 milliards de francs CFA, entre copains et coquins, faire ce que vous voulez, vous vous trompez lourdement. La seule chose que j'ai eu à dire, et je réitère mes propos, Dakar accueille des Jeux Olympiques après avoir candidaté pour ces Jeux Olympiques. Dakar a le droit de demander où se trouve l'héritage de Dakar. Mamadou Diop décroît et en phase avec Ousmane Sonko dans sa réplique au président français Emmanuel Macron sur le retrait des bases françaises de certains pays africains, dont le Sénégal. Le secrétaire général d'AJ-PADS demeure convaincu qu'il faut un large consensus sur les intérêts nationaux. Il ajoute que le pouvoir doit s'ouvrir à tous les Sénégalais soucieux, selon lui, des intérêts du Sénégal. Mamadou Diop décroît, que je vous propose d'écouter. Bon, on ne peut pas parler de duel à fleur et moucheté parce qu'au fond, un duel, c'est on se donne mutuellement des coups. Bon, Macron a parlé, Ousmane Sonko a répondu. Bon, on en est là pour l'instant. Maintenant, ce que je peux dire simplement, c'est que, en tout cas, pour ce qui concerne le Sénégal, Macron n'a pas raison. Parce que ceux qui aujourd'hui sont à la tête du pays avaient déjà indiqué leur volonté, leurs intentions, étant dans l'opposition. Dès qu'ils ont été élus également, ils ont réitéré cette volonté, cette intention de faire partie de l'armée française et d'autres réformes, n'est-ce pas, de fond. Alors, si aujourd'hui on en est là, Macron ne peut pas dire que, etc. En tout cas, s'il le dit, le Sénégal n'est pas concerné. Et puis, cette note de Abdoumbo, député, membre donc de la coalition Takoualou au Sénégal, une lettre adressée au ministre de l'Industrie et du Commerce, dans laquelle vous pouvez lire le député Abdoumbo demande donc au ministre du Commerce de réagir par rapport à la situation auquel les Sénégalais sont en train de faire face. Selon le député, depuis quelques jours, des voix s'élèvent pour dénoncer la hausse de certaines denrées de première nécessité, notamment l'huile, mais également le sucre. Face à cette inquiétude profonde, donc une inquiétude profonde commence à habiter, selon Abdoumbo, les ménages sénégalais qui ne parviennent pas à joindre les deux bouts et à faire vivre leur famille décemment. Abdoumbo réenchérit, l'inquiétude grandit selon lui, d'autant plus que le mois de Ramadan, moment privilégié de dévotion et de prière pour les musulmans de notre pays, approche et qu'à cette angoisse des Sénégalais face à la vie de plus en plus chère s'ajoute une possible pénurie du sucre du fait d'un manque de stock considérable de la compagnie sucrière sénégalaise. Selon certains commerçants, si ces faits angoissants sont avérés, quelle stratégie compte utiliser le gouvernement pour soulager les populations? Question donc du député Abdoumbo adressé au ministre de l'Industrie et du Commerce, Serine Gueye-Diop. Entre janvier et octobre 2024, au moins 64 embarcations ont quitté le Sénégal en direction des îles Canaries. Selon le ministre de l'Intérieur, le phénomène de la migration irrégulière persiste. Pour y mettre fin dans le sud du pays, Jean-Baptiste Tine a installé des comités de lutte contre la migration irrégulière à Ziguinchor. Jean-Baptiste Tine, ministre de l'Intérieur, est interrogé par Hassan Ba et Daouda Sambou. La migration irrégulière, devenue une préoccupation nationale, voire internationale, prend de plus en plus des dimensions inquiétantes, avec son lot de malheurs, notamment de nombreuses pertes en vies humaines. C'est ainsi que le comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière a été institué afin d'endiguer le phénomène. Placé sous ma tutelle et ma supervision, il est l'organe institutionnel chargé de la coordination de toutes les actions des services et des structures
intervenant dans la lutte contre ce fléau. À ce titre, le comité a procédé à l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière, assortie d'un plan d'action opérationnel. Les données statistiques centralisées par le comité sur la migration irrégulière de janvier 2024 au 31 octobre 2024 font état de 502 embarcations, dont 64 à partir des côtes sénégalaises, arrivées aux îles Canaries avec 34 162 migrants à bord. Mesdames et messieurs, le CILMI dispose de démembrement au niveau régional comme départemental. En procédant à la mise en place des comités régionaux et départementaux de lutte contre la migration irrégulière, le comité entend ainsi parachever l'œuvre de la territorialisation de la lutte contre ce fléau au Sénégal. La structuration de ces comités épouse parfaitement les spécificités et la diversité au niveau de ces territoires et communautés de base. Ainsi, les acteurs territoriaux sont en avant-garde de la lutte puisque regroupant en leur sein toutes les composantes de la société et en relation avec les services techniques et les partenaires de l'État. Il s'agit plutôt de 502 embarcations et non 64 qui ont été recensées. 502 embarcations ont donc quitté le Sénégal entre janvier et octobre 2024. À Kolda, les artisans espèrent que les problèmes auxquels font face leur secteur ne sera qu'un vieux souvenir avec l'élection d'un de leurs membres à l'Assemblée nationale. Ces derniers ont accueilli d'ailleurs avec les honneurs Babacar Varor, député de la 15e législature de retour dans la région. Ils espèrent qu'avec lui, la voix de l'artisanat sera entendue à l'hémicycle. N'est-ce pas, Seydou Diatta? L'honorable député Babacar Varor a été accueilli avec tous les honneurs à Kolda par les artisans pour deux raisons fondamentales. D'abord, en tant qu'un des leurs ayant activement participé à la rédaction des chapitres dédiés au secteur de l'artisanat dans le programme qui a porté le président Bassirou Diomaye Faye à la magistrature suprême, mais aussi en tant que parlementaire qui incarne la représentation des 10 corps de métier à la 15e législature. Nous vous accueillons avec fierté et vous souhaitons une réussite éclatante dans cette nouvelle mission. Vous êtes notre avocat au niveau central. Quant au deuxième acte du cérémonial, il a été caractérisé par l'égrenage dont l'on chapelet de doléances qui ont manifestement assez plombé le secteur. Honorable, la famille artisanat est derrière vous pour relever ces défis qui plombent le développement de l'artisanat. Nous sollicitons votre facilitation au niveau du 3FPT pour les besoins de formation. Nous voulons aussi l'achèvement du village artisanal de Velengara, la réhabilitation du village artisanal de Kolda, la récupération du site que l'ONG L'Acora nous avait octroyé et que le projet mobilier national a mis la main là-dessus. Nous sollicitons aussi la mise en place aussi de zones d'activité artisanale, une plaidoirie sur la précarité du traitement du personnel des chambres de métiers du Sénégal. L'émotion était au rendez-vous mais n'a pas étreint la conviction du parlementaire Babacar Varor, théoricien des 4F dans le diagnostic du secteur de l'artisanat. Cet accueil me va droit au cœur. Les problématiques du secteur de l'artisanat tournent sur les 4F. La formalisation, la formation, le foncier et le financement. Aujourd'hui, Dieu merci, l'État du Sénégal, en tout cas par rapport à ce qui se dessine pour 2025, ils ont très bien pris en compte ces problématiques partout au Sénégal. Investi sur la liste nationale du PASTEF lors des dernières élections législatives, le député Babacar Varor promet de représenter dignement les artisans au niveau de l'hémicycle. Et puis la sous-préfecture de Niassia, c'est à Ziguinchor, a organisé une cérémonie de levée de couleurs. Le sous-préfet de l'arrondissement a dédié cet événement à l'armée, plus particulièrement au sous-secteur de Niassia. L'armée qui a d'ailleurs profité de cette occasion pour rappeler aux élèves l'importance des valeurs de citoyenneté. Moussa Ali Ba est ici au micro de Hassan Ba et de Daouda Sambou. Voilà, donc nous avons aussi voulu matérialiser le concept armée-nation, ce qui explique la présence de différentes couches de la société. Et c'est un symbole, c'est l'un des symboles de la République, le drapeau de nation, le drapeau du Sénégal. Nous avons voulu que les élèves, à chaque fois qu'ils comprennent ce symbole,
quand on lève le drapeau du Sénégal, comment le citoyen doit se comporter. La personne doit rester debout, immobile, fixe et face au drapeau. Raison pour laquelle vous avez vu que les élèves ont très bien compris, en sentant l'hymne national, en levant le drapeau Sénégal, tout le monde est resté sur place et fixe face au drapeau. Donc ce sont des symboles qu'il faut respecter et vraiment matérialiser à chaque fois. Aujourd'hui, nous sommes à la sous-préfecture de Niassia, mais on envisage aussi de décentraliser ces cérémonies de levée de couleur avec une programmation dans les autres villages de l'arrondissement de Niassia, que ce soit les 7 villages, les établissements scolaires, les établissements de santé, partout être au proche des populations pour cette cérémonie de levée de couleur. Elle a beaucoup rappelé ces valeurs de citoyen aux jeunes, quels sont les comportements qu'ils doivent avoir par rapport aux établissements publics, par rapport aux infrastructures sociales de base. Et vraiment, nous les remercions par rapport à cette sensibilisation. Donc, ça ne fait que renforcer la cohésion sociale. Ça ne fait que renforcer la confiance entre l'armée et la population. Donc, raison pour laquelle vous avez vu, les militaires sont là présents. Donc, ils ont expliqué exactement ce qu'il faut faire entre les relations que l'armée doit avoir entre elle et la population. Donc, c'est une occasion pour nous, en dehors du caractère solennel de cette cérémonie de levée de couleur, ça montrait aussi qu'il y a des moments de communion, des moments de partage, des moments d'essence et des moments aussi de confiance mutuelle entre l'armée sénégalaise et les populations. Ils sont nombreux les conducteurs de motos à se rendre au niveau du service des mines pour obtenir une plaque d'immatriculation. Ce matin, certains d'entre eux se disent surpris que la gratuité annoncée n'en est pas une et pointe également du doigt le manque d'organisation noté au niveau du service des mines. C'est un reportage de Ndeye Elifal et de Seleman Diallo. C'est pas gratuit, à ma grande surprise, immatriculation, c'est pas gratuit. Tout n'est pas gratuit, clament certains conducteurs de moto Jakarta venus enregistrer leur engin au service des mines. C'est dans ce climat de frustration que nous les avons rencontrés. Les autorités ont précisé que pour les motos importées, la visite préalable à Koloban est nécessaire avant de déposer les dossiers au service des mines de Yarakh. Dans ce cas, seuls les frais liés aux impôts doivent être acquittés. En revanche, pour les motos achetées à Thiès, les frais d'immatriculation varient entre 80 000 et 26 000 francs CFA. Bien que cette réduction soit saluée, il est important de noter qu'elle pourrait être encore révisée à la baisse pour davantage de facilitation. Pour les motos enregistrées sous le régime CMC, l'immatriculation est théoriquement gratuite. Cependant, certains documents restent exigés et des frais supplémentaires peuvent parfois être demandés. À ma grande surprise, je pensais que tout le processus serait entièrement gratuit aujourd'hui, mais ce n'est malheureusement pas le cas. Il serait important de prendre des mesures pour mieux soutenir les policiers impliqués dans cette opération, afin d'assurer son bon déroulement et encourager une gestion plus fluide des immatriculations. Ce conducteur de moto Jakarta s'indigne du manque d'organisation au niveau du service des mines. Selon lui, tout est mal planifié. Moi, je suis venu le 14 décembre. On m'a dit que l'affaire n'est pas encore commencée. Donc, j'ai obligé de passer par la voie normale. J'ai obligé de payer. Voilà l'organisation. Parce que normalement, si on dit que ça commence le 13, le 14, les gens doivent déposer. Mais pourquoi attendre le 6 pour déposer? On doit, quoi que c'est dit, le 13, normalement le 14, le 15, si tu déposes, mais ça doit passer. Ces derniers appellent les nouvelles autorités à prolonger la date limite fixée pour l'immatriculation des deux roues. Bien que la durée fixée soit de 3 mois, ce délai me semble trop court, au vu du grand nombre de conducteurs de moto Jakarta concernés. Une prolongation de 6 à 7 mois serait selon moi plus adaptée pour permettre une meilleure organisation. Par ailleurs, de nombreux conducteurs ne disposent pas encore de leur certificat de mise en circulation, les CMC, et doivent l'obtenir au préalable, ce qui implique des démarches administratives et des frais supplémentaires.
Avec un délai aussi restreint, cela risque de poser des difficultés majeures pour une grande partie des conducteurs. L'initiative d'immatriculation gratuite des tchak-tchak représente une étape clé vers une meilleure structuration du secteur des transports urbains, selon les autorités. Une longue file d'attente s'étend devant le service des mines, mais le sentiment qui domine chez les conducteurs est la déception. Je le disais en titre, l'association pour le bien-être et la solidarité tire la sonnette d'alarme face à la recrudescence des meurtres, agressions, viols et enlèvements dans la banlieue dakaroise. Elle appelle à une mobilisation collective pour protéger les enfants. Il exige également des mesures fermes contre les criminels. Une marche de protestation est d'ailleurs prévue pour interpeller les autorités, mais également sensibiliser les populations. N'est-ce pas, Mamadou Lamine Fati? Meurtres, les agressions, les enlèvements et les viols doivent cesser dans la banlieue. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises, alerte l'association pour le bien-être et la solidarité, qui œuvre activement pour la protection des enfants. Alissou Ndiaye, président de cette association, appelle à une mobilisation collective. Et on ne peut pas permettre aujourd'hui un lobe humain ou bien une personne qui nuit à la société, on le laisse traîner nuit et jour. Ce n'est pas la première fois qu'on viole et qu'on tue. Mais moi, je pense que d'Afadoy, ça suffit, il faut que ça cesse. Nous avons confiance à notre État et nous espérons vivement que les responsabilités seront prises et que la loi sera appliquée sur cette personne-là. Mais cette fois-ci, on ne veut pas que ça soit comme la fois passée. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées et que malheureusement, il n'y a pas eu de suivi. Parce qu'à chaque fois, on en parle une semaine, 2 semaines. Mais cette fois-ci, il faut que le cas de Diary soit un exemple pour tout le monde. Il faut qu'on tape fort. Il faut que cette personne soit sanctionnée à la hauteur de son crime. La surveillance des enfants est une responsabilité qui incombe avant tout aux parents, rappelle-t-il. Soulignons que ces derniers doivent être pleinement conscients de leur rôle dans la prévention des dangers qui guettent les enfants. On avait organisé même une marche contre l'enlèvement et la tuerie des enfants. Mais cette fois-ci, on a remarqué qu'il y a une part de responsabilité aussi des parents. Parce que les responsabilités sont partagées. Il faut que les parents prennent leurs responsabilités. Un enfant, il y a des heures où l'enfant ne doit pas sortir chez elle. Un enfant doit rester à côté de ses parents. Mais le parent doit veiller à la sécurité de son enfant. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, les enfants sont laissés pour compte. L'enfant n'est plus protégé. Et que dans la maison, et dans la rue, et même à l'école. Donc, il est temps. Des fois, même tu vois un enfant traverser la rue seul, une jeune fille, le matin. La responsabilité, c'est le parent. Il faut que donc, en tant que parent d'abord, que les parents prennent leurs responsabilités, protègent leurs enfants. Mais à chaque fois, c'est les baptêmes, c'est les mariages, c'est les humbles, c'est les sims, c'est les luttes, et qu'on laisse l'enfant traîner partout. Ça, c'est la responsabilité parentale. Protéger et surveiller, mais aussi instaurer des mesures coercitives pour dissuader les criminels. Telles sont les principales revendications de l'association. Dans ce cadre, elle prévoit d'organiser une marche de protestation afin de sensibiliser les populations et d'exiger des actions concrètes pour mettre un terme aux violences dans la banlieue. Mamadou Lamine Fati, comment expliquer les cas de violence sur les mineurs au Sénégal? Nous avons d'ailleurs donné la parole aux citoyens. Entre négligence et manque d'éducation, les avis sont tranchés, mais tous sont d'accord qu'il faut y mettre fin. C'est un reportage d'Elisabeth Grastine et de Mafalfal. Debout à un arrêt de bus, manipulant son téléphone, cette jeune femme de taille moyenne et au teint clair attend tranquillement un véhicule de transport. Elle estime que les cas fréquents de viol trouvent leur origine dans le manque d'éducation de plus en plus perceptible dans notre société. Je pense que c'est par rapport au milieu et à l'éducation aussi. On ne doit pas laisser nos enfants fréquenter les hommes. Je incite les hommes aussi qui violent un enfant qui n'est pas humain. Parce que comment on peut regarder une adulte même, tu ne dois pas le violer. Quelqu'un qui n'est pas consentant, tu ne dois pas
le toucher. Ce menuisier habitant du quartier Nyaritali partage une vision nuancée de la situation. Pour lui, la responsabilité est à la fois celle des parents, des jeunes filles et des violeurs. Il pointe du doigt plusieurs facteurs. L'habillement jugé indécent des jeunes filles ainsi que les excitants consommés par certains hommes. La responsabilité est partagée entre les enfants, les parents et bien sûr les violeurs. Certains estiment que les enfants s'habillent de manière inappropriée. De leur côté, certains hommes consomment des excitants et de la drogue, ce qui contribue à ces actes. Ce vieux menuisier a une position encore plus tranchée. Selon lui, ce ne sont pas les violeurs qui sont les fautifs, mais bien véritables les jeunes filles à cause de leur manière de s'habiller. La responsabilité des violations sur les mineurs incombe avant tout aux parents. Quand tu as une fille, tu dois veiller à bien l'habiller et discuter avec elle pour l'éduquer correctement. Mais beaucoup de parents ne le font pas. Ils laissent leurs filles s'habiller de manière inappropriée. Ce n'est pas uniquement les hommes qui violent les filles, mais parfois l'attitude ou l'habillement des filles qui incitent ces actes. En 2022, parmi les 331 cas de viol recensés, 43% des victimes avaient entre 4 et 14 ans. Un chiffre alarmant qui, selon certains, reflète une fuite de responsabilité des parents. D'autres mettent en avant deux causes principales, l'habillement des jeunes filles et la consommation de drogue par les hommes. Le ministre ou le ministère de la Santé et de l'Action sociale, un conclave à Saly, dans le cadre de l'atelier d'évaluation annuelle multisectorielle des progrès du règlement sanitaire international et l'utilisation de l'outil ISPAR au Sénégal. Les participants qui viennent de 194 pays devront d'ailleurs élaborer durant 5 jours un rapport annuel pour mieux faire face aux défis de l'heure. Voici le Dr Ousmane Cissé, il est le directeur général de la santé. Il est ici au micro de notre correspondant permanent à Mbour, Muntagagan. Le règlement sanitaire international, qui est un instrument juridique, qui est adopté par plus de 194 pays. Certes, c'est un règlement juridique, mais qui impose un mode de fonctionnement avec l'obligation d'élaborer un rapport annuel qui sera présenté aujourd'hui, et l'outil qui va nous servir, ce sera le ISPAR. Donc nous sommes globalement ici pour cette activité. Bon, c'est pour voir l'état où se trouve notre pays, et en fonction des résultats qu'on aura, on saura s'il y a des progrès à faire ou bien s'il y a des résultats à consolider en fonction du niveau où nous serons. C'est l'objectif de ces travaux. Au décours de ces travaux, on saura là où nous en sommes et ce que nous comptons faire pour soit l'améliorer ou soit garder le cap si on est dans des standards optimaux. C'est d'ailleurs cet élément qui me fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. L'information ne s'arrête jamais sur www.imedia.sn. Excellente suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.